J'ai pas fait de grosses présentations aujourd'hui parce que le but de la conférence, c'est pas de débattre exactement c'est quoi l'intelligence artificielle, puis de parler de communauté. Je pense qu'on est tous un peu familiers avec le concept. Par contre, on souhaite aujourd'hui débattre du lien qu'il peut y avoir entre les deux et aussi de discuter un peu de ce qui est faisable en termes de mesures de bien-être et de ce que nous, on entend par bien-être aussi. Donc, ça va être interactif et que je vous invite à m'arrêter si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des choses à clarifier ou vous voulez savoir. Puis, alors, je vais commencer tout de suite avec une précision. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans les médias ou dans les journaux, peu importe. C'est comme un sujet d'actualité depuis 2, 3 ans. Mais l'intelligence artificielle, je vous dirais que c'est un amas de statistiques avancées qu'on a bonifié, aujourd'hui on a décidé de mettre en exécution avec les machines. En gros, l'intelligence artificielle existe depuis les années 60. Et il y a eu un gap de 25 ans à peu près, où on n'était pas capable, en fait, physiquement et technologiquement, d'aller de l'avant et de mettre ça en pratique, parce que les ordinateurs puis les microprocesseurs ne suivaient pas. Jusque dans les années 2000, 2010 à peu près, où les microprocesseurs Intel et puis les Ryzen sont sortis. À titre d'exemple, un Ryzen est capable d'exécuter des millions de tâches à la minute. C'est nous, on voit l'interface graphique, là, si on appuie sur le bouton, peut-être envoyer, puis le mail s'envoie. Mais derrière tout ça, tu as des centaines de lignes de code qui font ça. Et donc, ce que l'intelligence artificielle fait, c'est venir automatiser ces processus et venir anticiper les besoins de l'utilisateur. Et donc, depuis 2010-2014, on est capable d'appliquer toutes les théories qui existent. L'intelligence artificielle va être divisée en 3 grands groupes. Donc, vous avez le data mining, vous avez le machine learning et vous avez le deep learning. Ça, c'est les 3 grandes méthodes dans lesquelles tout ce que vous allez entendre comme méthode ou comme processus, comme technologie, ça rentre là-dedans. Et en résumé, le data mining, c'est juste que vous avez un ensemble de données. Prenons les données qui sont collectées tout au cours de notre vie par la RAMQ. Fait que ces données-là sont là, comment est-ce qu'on les traite? C'est là que le data mining entre en jeu. C'est un ensemble de méthodes qui permet d'extraire des tendances, d'extraire des informations qui ne seraient pas disponibles et qui ne nous seraient pas venues à l'esprit d'aller chercher. Le deep learning, c'est autre chose. C'est que le deep learning, on apprend à la machine à penser comme nous. Donc, on va dire à la machine, OK, j'aimerais avoir telle variable. Par exemple, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait en sorte que telle personne puisse avoir des facteurs de risque pour un infarctus du myocarde et une autre personne non. Alors que c'est la même nationalité, c'est le même travail, c'est le même âge, c'est la même zone d'habitation. Pourquoi il y a une différence entre les deux? Donc, on va donner beaucoup d'informations à la machine, puis à un moment donné, la machine toute seule va être capable d'extraire, va aller chercher des pistes. Pourquoi telle chose se produit? Donc ça nous sort des tendances, ça nous sort des pistes d'amélioration, ça nous sort des facteurs de risque même nous. Ça va faire des liens que nous ne connaissait pas. Et finalement, on a ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, c'est un peu l'aboutissement de ce qu'on connaît. Donc on a tous étudié, peut-être au cégep et tout ça, tout ce qui est régression linéaire, qu'on parle de prédiction, qu'on parle d'analyse descriptive. Fait que le machine learning, c'est l'aboutissement de toutes ces décennies de travail. C'est-à-dire qu'on a des variables, on aimerait voir un résultat, et on applique des méthodes qui nous emmènent à ce résultat-là. Et là-dedans, je vous passerai les détails, c'est tout un monde dedans. Il y a des choses qu'on impose nous-mêmes, il y a d'autres affects, c'est la machine qui trouve, ainsi de suite. Alors, le parallèle avec les communautés, c'est quoi? Depuis 2014, vous avez l'université de Trent, la Trent University en Angleterre, et vous avez aussi l'université de Columbia, qui ont lancé une espèce de méga projet. Ce projet-là, c'était de comprendre le fonctionnement qu'il y avait derrière les grosses communautés. Donc, ils ont parti une étude, je pense qu'ils sont rendus à 250 000, parce qu'ils font des collectes de données tous les 2 ans. Et là, ils se sont rendus compte que, oui, c'est bien beau de catégoriser quelqu'un, on va le dire que c'est un haters, c'est un supporter, c'est un fan, mais il y a autre chose derrière. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever comme ça pour rien. Il n'a rien à faire, il va choisir un sujet en particulier et il va
commencer à écrire des méchancetés, il va commencer à écrire des choses. Mais derrière ça, il y a un pattern, comme on dit, il y a une raison derrière. Et cette raison-là, quand on va avec une analyse qui est plus, on va dire, logique ou bien déductive par rapport à ce qu'on sait, par rapport à notre propre expérience et tout ça, ben, on va tirer vite fait des conclusions. Donc on va dire, OK, cette personne-là, c'est un problème politique, ou telle personne, c'est un supporter et tout ça. Mais je vais indexer ici le docteur Mark Griffith et le docteur Daria Kuss. Donc, c'est ces deux Anglais, tous de la Trent University, qui ont fait des analyses derrière, donc sur les personnes qui faisaient des modérations, qui faisaient des likes, qui laissaient des commentaires dans les différentes communautés. Et quand je dis différentes communautés, ils sont allés voir sur TikTok. Ils ont vu sur WeChat en Chine, ils ont regardé Facebook, ils ont regardé Reddit, ils ont regardé LinkedIn, Twitter. Je pense qu'ils avaient une douzaine de réseaux sociaux, il y en avait même que je n'avais jamais vu. Fait qu'ils ils ont suivi ça, comme ça depuis 2014, puis ils se sont rendus compte que derrière les commentaires, il y avait quelque chose qui ressortait bien plus que les autres. Donc quand ils croisaient les théories, ils croisaient leurs analyses avec les questionnaires, ils se rendaient compte que là, derrière tout ça, il y a un problème avec le sentiment d'appartenance, avec le besoin d'exister, avec le besoin d'être reconnu ou d'attirer l'attention. Et cela, c'était vrai à tout âge. Parce que dans les personnes qu'ils ont interviewées et qu'ils ont analysées, ça partait de 18 ans jusqu'à 83 ans. Donc il y a quand même des aînés qui sont très techno et puis qui passent beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les questionnaires qui existaient, les analyses qui existent présentement, enfin à leur époque, ne permettaient pas d'aller plus loin que des interprétations propres à nous. Telle personne a fait ça parce qu'il vit à tel endroit, parce qu'il a vécu telle affaire, parce que voilà son historique. Mais là, ils ont eu une bonne idée, c'est qu'ils ont contacté un chercheur d'ici, en plus, un chercheur universitaire de Toronto, qui lui est spécialiste en algorithmique. L'algorithmique, c'est que tu prends des données, tu prends des affaires qui existent déjà, et puis là, tu appliques une méthode d'analyse bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on va prendre le résultat de l'étude, on va remonter en arrière pour aller vérifier que les causes qui ont été identifiées, c'était les bonnes causes et qu'il n'y avait pas de biais dedans. Donc un biais parce que l'investigateur a choisi certaines variables et écarté d'autres. On va aller vérifier si la population est homogène. Donc est-ce que c'est le même type de population qu'on analyse? Et en même temps, le système va faire l'inverse. Donc il reprend les données depuis le début et il s'en va jusqu'au bout. Donc il va contre-vérifier les analyses qui ont été faites par les chercheurs. Et ça, il va le faire sur toutes les séquences qui ont été collectées. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que la machine, avec les méthodes de machine learning, était capable d'aller extraire des données, puis arriver à des conclusions qui n'étaient pas possibles de faire de façon singulière, de façon classique. Pour être sûr que le résultat était les bons, toutes les personnes qui sortaient avec des résultats un peu étranges, disons, qui venaient contredire ce qu'eux, ils avaient trouvé, ils ont lancé une deuxième étude avec motivation, avec des arrangements pour aller interviewer toutes ces personnes-là. Et donc là, la surprise, c'était que le machine learning qu'ils avaient appliqué avec le collègue de Toronto a permis de se rendre compte que 72% des personnes qui laissaient des commentaires négatifs, c'était des personnes qui avaient des symptômes d'anxiété, qui vivaient de la dépression, qui avaient ce qu'on appelle une charge allostatique. La charge allostatique, c'est la manifestation physique de l'accumulation du stress. On va tous dire qu'on est stressé, il y a différentes formes de stresseurs et tout ça. Mais à un moment donné, quand normalement le stress, c'est une méthode de suivi, c'est un mécanisme de suivi qu'on a tous, qui fait en sorte qu'on est en alerte. C'est si on est dans une forêt, si on est en train de conduire, c'est le stress qui nous permet de rester vigilant. Je parle de façon classique, pas avec abus de certaines substances, mais de façon classique, on est posé, puis on est vigilant à ce qu'on fait. Sauf que c'est temporaire. On n'est pas supposé avoir un système d'éveil qui est activé en permanence. Lorsque la durée d'activation des hormones de stress, quand elle circule trop longtemps dans l'organisme, là, ça devient du stress chronique. Et ce stress chronique-là, même si on ne le voit pas, même si on sait qu'on ne peut pas le prouver, quand il atteint une certaine saturation dans le corps, ça déclenche des phénomènes qui sont visibles physiquement. Donc on va parler de quelqu'un qui dort trop.
Un bon dormeur, c'est quelqu'un qui est tranquille. On va dire c'est quelqu'un qui n'a pas de problème pour s'endormir. Mais il faut savoir aussi que cliniquement, quelqu'un qui dort plus de 9 heures, on commence à s'intéresser à cette personne parce que c'est un signe de dépression, un signe majeur de dépression. Quelqu'un qui fait de l'insomnie, qui résiste à la mélatonine, qui résiste à des somnifères pendant plus de 3 mois, ça, c'est quelqu'un qui a un problème d'anxiété. Parce que l'anxiété, le sommeil et le stress partagent les mêmes structures du cerveau et ces structures du cerveau partagent les mêmes hormones. On parle ici de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine. Et la sérotonine est le précurseur de la mélatonine, c'est-à-dire que si on est tout le temps anxieux, à un moment donné, on ne dort pas bien. Si on ne dort pas assez, on est nerveux, ça déclenche de l'anxiété et vice-versa. Ça devient un cercle vicieux. Donc, souvent, on va chercher très loin la raison de pourquoi est-ce qu'on ne dort pas, pourquoi on ne se sent pas bien, on ne sent pas notre place. Et cela de façon individuelle ou même en communauté. Souvent, ça vient de là. Il y a quelque chose qui a changé dans notre environnement qui déclenche un stress qu'on ne veut pas s'avouer ou on ne veut pas accepter ou admettre. Mais ce stress-là, il est bien là. Il va rester latent selon le degré de résilience de chacun. Mais à un moment donné, il va nous affecter et puis ça va commencer à déclencher des problèmes physiques. J'ai parlé de l'insomnie, j'ai parlé du stress, mais ça peut être des ballonnements, ça peut être des gazouillis. Il y a des gens qui ont des tremblements alors qu'il fait 25 degrés, ils grelottent. Tout ça, c'est des manifestations de la charge allostatique. Et la collaboration entre ces chercheurs-là a permis de voir que le machine learning nous permet non seulement d'identifier, de confirmer des résultats, des hypothèses qui existent, mais on avait la possibilité aussi d'aller extraire d'autres variables et de mesurer le bien-être. Cette expérience-là a été repliquée aujourd'hui, je pense, 26 fois dans différents pays avec différentes populations. Et la tendance est toujours la même. Quand on applique du machine learning, quand on applique du deep learning dans les communautés avec les informations qu'on a, peu importe le type d'information, on se rend compte qu'on est capable d'évaluer, de monitorer et d'anticiper sur certains comportements. Puis on est capable de suivre à quel point notre communauté se sent bien. Donc, présentement, ce n'est pas quelque chose qui est en train d'être fait. Alors, je sais qu'il y a Meta, le nouveau nom de Facebook, ils ont un projet sur lequel ils sont en train de travailler, où, à partir de ce qu'on va laisser comme commentaire, à partir de ce qu'on va faire comme like, à partir des pages qu'on va aller suivre, ils vont être en mesure d'extraire, par rapport aux mots qu'on va laisser, ils vont extraire des humeurs, ils vont extraire des cadres conceptuels qui vont leur permettre de nous catégoriser. Est-ce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est stressé? Est-ce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est addict à son téléphone? Parce que vu qu'on est connecté tout le temps sur nos applications, ils ont la durée exacte de connexion de chacun de nous. Fait qu'ils savent que cette personne-là passe 10 heures sur 24 sur Facebook, puis dans les 10 heures, il y a 30% de son temps qui est sur les réels, tu as un autre 20% qui est sur la page de Monsieur Legault, tu as un autre qui suit Marie-Mé, je ne sais pas quoi, fait qu'ils savent exactement ce qu'on fait. C'est le même concept avec Google, c'est le même concept avec Amazon. Tous ces gens-là, ils appliquent exactement ce qu'on appelle le deep learning. Mais là où nous on veut en venir, en fait, là où la différence que nous on se propose de faire, et je parle ici au nom de FansLab, qui est une plateforme pareille, qui a un réseau, on est capable d'accueillir des événements, on est capable d'accueillir des communautés, nous avons des communautés actuellement. La différence avec certaines compagnies, que je viens de nommer, que je ne nommerai pas de nouveau, c'est que lorsqu'on trace le comportement des utilisateurs, ce n'est pas dans un but altruiste. C'est vraiment histoire de comprendre comment est-ce que la personne fonctionne, c'est quoi son état d'esprit, mais pas dans un souci de t'aider à déconnecter. Ça va être plus dans un souci de te fournir, de te mettre dans les meilleures conditions pour que tu achètes des produits dérivés, pour que tu ailles suivre beaucoup plus de pages, pour que tu continues à rester une audience, pour que tu sois connecté. Et je pense que c'est une vision commerciale qui fait en sorte que le bien-être, en général des communautés, commence à passer en second lieu. Je vous inviterai à aller regarder une interview du CEO de Netflix en 2019. Il avait déclaré que le frein à la croissance de Netflix, c'est le sommeil.
Les gens sont obligés de dormir. Sinon, ils resteraient connectés en permanence sur Netflix. Fait que je n'ai pas de jugement sur le CEO parce qu'il doit prendre des décisions commerciales, opérationnelles, il a des comptes à rendre aux actionnaires. Mais arriver à dire un truc comme ça, sans filtre, dans une entrevue qui est open source, ça montre à quel point on est rendu, à quel point c'est devenu banal. On sait que les cookies qu'on accepte sur les pages, qu'on accepte dans les sites web, qu'on se connecte, on sait qu'avec ça, on étudie nos comportements, on étudie l'identité numérique. Mais on laisse faire, même s'il existe un nombre incalculable d'articles qui répètent, qui rappellent que nos informations finales sont de moins en moins privées. C'est pas parce qu'on met nos informations dans le Google Drive que ça veut dire que Google il a accès à ça. C'est juste la réalité. Puis la mesure du bien-être ici, ça rentre dans nos valeurs. Alors je fais pas exclusivement je parle au nom de FanSlab, mais beaucoup de compagnies de start-up ici ou en Europe ont en fait ce paradigme-là qu'ils sont en train de mettre en place. C'est que oui, c'est important de faire des bénéfices parce qu'il y a des actionnaires, parce qu'il y a une masse salariale qu'il faut assumer, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais il faut le faire de façon humaine parce qu'au final, on se rend compte que c'est beaucoup plus lucratif et c'est beaucoup plus bienveillant que les gens savent, qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'ils viennent assister à un événement. Il faut qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'ils le font. Est-ce que c'est pour combler un manque? Est-ce que c'est un sujet d'intérêt? Est-ce qu'ils sont forcés de le faire par l'employeur? Peu importe la raison derrière, mais ils savent pourquoi ils sont là. Et il faut qu'ils décident volontairement de revenir. Là, on aura affaire à des utilisateurs qui sont bien dans leur tête. Ce pas des gens qui viennent là parce qu'ils ont besoin d'attention. Ce sont des personnes qui se considèrent être des êtres lambda dans la vraie vie, donc ils vont tout faire pour une présence médiatique, pour être visibles. Ils vont faire le maximum de likes, ils vont faire des vidéos un peu folles, ils vont aller commenter toutes sortes d'affaires, ils vont ils vont faire de la provocation, juste pour être vus, pour attirer l'attention. Ça existe, c'est une réalité, et ce n'est pas une faiblesse de l'admettre. Il y en aura toujours du monde qui va penser différemment, qui va agir différemment pour plusieurs raisons, qui appartiennent à chacun d'ailleurs. Mais les responsables, les gestionnaires de communautés sont en train, enfin, une grande partie d'entre eux commencent à comprendre que ça ne sert à rien de bâtir un modèle d'affaires sur la haine ou bien jouer sur l'anxiété des gens, jouer sur le besoin d'exister, et puis ça s'applique à toute forme de population. Je vais rappeler ici qu'en 2018-2019, les concepteurs et la maison d'édition du jeu vidéo Fortnite, ils ont été épinglés par le Sénat américain parce qu'on avait découvert que les jeux, les scénarios qu'il y avait dans Fortnite étaient conçus par des psychologues, étaient conçus dans un but de retenir les étudiants ou de retenir les gens qui jouent à ça. Donc il y avait des scénarios qui couvraient à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Quelqu'un qui se connecte entre deux coups, fait que c'est un scénario de 10 minutes. Quelqu'un qui va jouer le soir après avoir fait ses devoirs, il va avoir un scénario de 30 minutes. Quelqu'un qui est fan de Batman ou qui est fan de je sais pas quoi de Marvel, on va créer des costumes personnalisés pour les avatars et puis on va proposer ça gratuitement à cette personne pour qu'elle ait le goût de jouer. Ils ont été indexés, je ne sais plus comment est-ce qu'ils avaient payé ou combien ils avaient payé en termes d'amende, mais c'est quelque chose qu'on avait découvert. Et donc ça prouve que tout ce qu'on va voir comme communauté, oui, il y a des communautés libres. Reddit, c'est un bon exemple. Il y a des communautés libres où il n'y a à peu près pas de contrôle. Les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent au nom de la démocratie ou de la liberté de parole. Il y en a d'autres, il y a beaucoup de restrictions. C'est Twitter, c'est un bon exemple. Tu ne peux pas dire n'importe quoi ou publier n'importe quoi. Tu finis par te faire blacklister là-dedans. Donc, les communautés sont envisagées différemment selon l'endroit où on se trouve. Et le point central là-dedans, c'est que maintenant que ça commence à être un peu plus répandu d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est que les compagnies qui ont les moyens, ou bien celles qui veulent bien investir dedans, parce que ce n'est pas nécessairement une histoire de moyens. Je vous dirais que présentement, les algorithmes et le langage de programmation qu'on utilise pour appliquer les méthodes de machine learning, c'est le langage Python en français. C'est un langage qui est totalement gratuit.
On n'a pas besoin d'avoir une licence pour utiliser ça. Et il y a une communauté d'à peu près 400-500 000 personnes sur différents sujets qui sont disponibles. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas de compétences en programmation ou quelqu'un qui n'a pas étudié l'IA est capable d'utiliser ce langage. Un peu à la différence de SPSS que certaines personnes utilisent ou que les produits Microsoft, où tu es obligé d'acheter une licence. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'avec ou sans moyens, tu n'as pas besoin d'avoir un budget énorme et puis d'engager M. Joshua Benjo pour qu'il travaille sur votre algorithme. Non. Quelqu'un qui s'y connaît, qui a envie de travailler dessus, il peut l'utiliser pour aller modérer. Je fais référence de nouveau à cette étude dont je vous parlais, c'est parce que les chercheurs qui étaient là, eux, ils ont réussi à aller identifier précocement les personnes qui faisaient de l'anxiété ou les personnes qui avaient des raisons de publier des commentaires haineux. Et donc, ils ont réussi à isoler une sous-population dans tout cet échantillon-là. Et sur ces personnes-là, ils ont appliqué des interventions de télémédecine. Donc, ils leur ont fait passer des questionnaires pour le stress, des questionnaires qui évaluaient le bien-être, des questionnaires qui évaluaient l'estime de soi. Il y en avait aussi des interactions directes aussi. Donc, on créait des espèces de forums, de petits groupes, où on mettait les gens à l'intérieur, on lançait une thématique ouverte et on laissait les gens s'exprimer. On leur garantissait évidemment que ce qui se passera dans le forum, ce sera totalement anonyme. De toute façon, pour rentrer dans ces forums-là, dans ces mini-pièces, on ne connaissait pas le nom, il n'y avait aucune information nominale, tout le monde avait un matricule différent, c'est-à-dire que si je me connecte de mon cellulaire, je me déconnecte, puis je me reconnecte dans la même session à partir de mon ordinateur, mon numéro d'identifiant, il change. Donc on ne sait pas qui est qui, donc c'était comme un endroit sécuritaire où tu pouvais dire exactement ce que tu veux. Et donc là, il y a toutes sortes de choses qui sont sorties de là. Mais le point central, c'était le bien-être. Cet échantillon-là qu'on a réanalysé, ce qu'on a fait après, c'est que ces personnes ont été presque toutes convoquées 6 mois plus tard, en fait à 2 reprises, 3 mois après l'installation de ce forum, puis 6 mois plus tard. Et on s'est rendu compte que plus les personnes ventilaient leurs informations, donc plus les personnes étaient capables de dire « je ne me sens pas bien » ou « j'ai posté telle affaire pour telle raison », j'admets que c'était inapproprié ou peu importe. On reprenait les mêmes tests qu'on a fait passer à ces personnes-là une année avant qu'on fasse la mini-étude. On leur fait passer les mêmes tests. Et on voyait un décalage de plus de 50% dans leurs symptômes d'anxiété, de dépression, de stress. On voyait une légère variation dans l'estime de soi de ces personnes-là. Alors, oui, il y a des facteurs qui peuvent arriver, c'est-à-dire que quelqu'un peut être super bien quand il passe le 2e test parce qu'il a une promotion au travail, parce qu'il s'achète une nouvelle voiture et tout. Mais oui. Je voulais juste clarifier ce que j'ai entendu. J'ai quand même pu inventer leurs émotions. Oui. Plus tard, on remarquait la dépression ou l'inverse? L'inverse. Donc, plus ces personnes-là pouvaient exprimer ça, ils pouvaient parler librement de ce qui les gêne, de pourquoi est-ce qu'elles ont posté ou écrit certaines affaires. Donc, pourquoi elles ont adopté un certain comportement digital, numérique. Si elles étaient capables de le dire, ben ces personnes-là, quand elles repassaient les tests après, quand je parle de tests, alors il y a le questionnaire HADS, c'est un questionnaire qui est public, c'est le Hospital and Anxiety Depression Scale, voilà. C'est l'échelle de dépression et d'anxiété d'Hamilton. C'est un questionnaire qui est bien connu, HADS. Il y a 14 questions, 7 qui parlent de l'anxiété, 7 qui parlent de la dépression. Il y a un autre qui s'appelle le BDI. Le BDI, c'est le Beck Depression Index. C'est l'un des questionnaires les plus utilisés dans le domaine de la dépression. C'est capable d'évaluer les symptômes subjectifs et les symptômes cliniques. C'est-à-dire que ce soit juste la perception qu'une personne a ou pas une dépression, que ce soit la validation par un professionnel de la santé. Dans les 2 cas, il est très fiable ce questionnaire. Il a été développé dans les années 80 par un Australien et ça a été traduit, je pense, dans 62 langues. Il est très largement connu. Ils sont utilisés. Oui, BDI, le Beck, B-E-C-K, Depression Index. Le BDI. Il est très utilisé. C'est d'ailleurs le questionnaire d'évaluation de la dépression le plus utilisé au Québec et en Ontario.
Il y a une version française qui a été revisée en 2010, il y a une autre qui a été revisée en 2018, si ma mémoire est bonne. Mais ce questionnaire est utilisé ici autant par les intervenants, donc les travailleurs sociaux auprès des populations toxicomanes ou itinérantes. C'est utilisé par les psychologues aussi pour adultes ou les pédopsychiatres. Fait qu'il est assez connu, le BDI. Et donc, il y a des versions électroniques, il y a des versions papier, il y a des versions monitorées à travers des logiciels comme Qualtrics ou Lime Survey ou Office Vibe, dépendamment de ce qu'on utilise. Et on se rend compte au final que le bien-être, au final, c'était le point central. Ce n'était pas tant que ça le sujet qui les a amenés sur le réseau social. Ce n'est pas la superstar qui s'est produite en live qui a fait en sorte que ces personnes, ça a généré des émotions chez les personnes qui étaient là. C'est que les gens étaient là pour différentes raisons, plus ou moins bienveillantes, et une fois qu'ils ont assumé, ils ont reconnu personnellement ou collectivement de pourquoi ils étaient là, si c'était approprié ou pas, on se rend compte que ces gens-là, en plus d'être beaucoup plus fins et d'être moins agressifs dans leurs commentaires ou dans leur like, dans ce qu'ils laissaient comme déclaration, il y a un truc qui est intéressant, c'est que environ 48% de ces personnes-là se sont réinscrits, ont pris des abonnements premium après sur certaines de ces plateformes. Et donc, ces personnes-là venaient maintenant de leur plein gré. Et je sais, ça j'ai perdu le fil avec ça, je sais que ceux qui étaient intéressés étaient invités à faire un suivi longitudinal. Donc, on allait mesurer de nouveau leur état mental, leur bien-être global et tout, à travers différents questionnaires, puis certains venant présentiel, d'autres en ligne, pour essayer de voir à quel point cette pseudo-intervention à distance a fonctionné. Et il y avait un examen clinique, donc en présentiel avec les chercheurs et tout, et les informations qu'il y avait étaient passées dans un algorithme. À ce moment-là, on parle de data mining et de machine learning pour aller vérifier que ce qu'on a trouvé comme diagnostic ou comme tendance avec la recherche classique, on trouvait la même chose avec le machine learning et le data mining. Et c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que les algorithmes et puis les ordinateurs étaient capables d'aller prédire et d'arriver à la même conclusion que les humains qui étaient derrière la recherche. Maintenant, là, évidemment, il y a des biais qu'il faut soulever. La régulation de tout ce qui est numérique, donc les régulations qui encadrent les télécommunications, les réseaux sociaux, la sécurité de l'information, puis la confidentialité des données, est beaucoup plus stricte en Europe. Les Européens sont dans un paradigme où il faut donner le maximum de liberté à l'utilisateur, qu'il soit libre de se connecter, de partager ses informations. Il y a n'importe quel moment, quand ça ne l'arrange plus, il peut demander à ce que ces informations lui soient restituées et effacées des serveurs. Pour vous donner un exemple, ils sont en train de développer des alinéas sur leur régulation actuelle pour encadrer l'utilisation des machines, puis des humanoïdes qui pourront arriver dans 50 ans. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de réfléchir sur un scénario. Qu'est-ce qui arrive où un robot de ménage, c'est un robot, un assistant à la maison qui fait le ménage, la lessive, la vaisselle et tout ça, diffusait de façon involontaire les informations qu'il a entendues ou décidait d'être violent. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un ordinateur. C'est quelque chose qui est doué d'une intelligence, qui est capable de prendre ses propres décisions à un moment donné, malgré la programmation qu'on lui a faite. Qu'est-ce qui se passe si cette personne-là commence à lancer les assiettes dans la maison? Qu'est-ce qui se passe si l'humanoïde commence il prend un couteau, puis il veut faire un truc à la Walking Dead. Fait que, il commence déjà à essayer de trouver quoi faire. Est-ce que l'imputabilité, ce sera la personne qui a acheté le robot? Est-ce que la responsabilité incombe au développeur justement de l'algorithme de l'IA qui est dans l'humanoïde? À quel moment est-ce qu'il y a prescription? Qui c'est qui va aller porter plainte si jamais le robot était tellement fâché qu'il n'y a plus personne pour se fâcher contre lui? Qu'est-ce qui se passe après? Ils sont déjà en train de penser à ça. Nous, on est dans un concept, nous en Amérique du Nord, c'est pas de la mauvaise volonté, mais on a priorisé le calcul du PIB au-delà de tout. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on laisse passer dans nos régulations parce qu'il faut garder une économie ouverte, une économie
attractif pour tout le monde. Mais le problème, c'est que là-dedans, il y a toujours des failles. Et ces failles-là profitent. Je reviens sur l'exemple des développeurs de Fortnite. Il y a une faille juridique qui fait en sorte qu'on ne peut pas tenir responsable un développeur de l'utilisation qui est faite de sa technologie. Donc, peu importe l'intention du psychologue quand il va bâtir les scénarios qui vont être offerts à la communauté de jeunes qui jouent à Fortnite, le développeur ou le psychologue ne peut jamais être poursuivi. C'est le contraire qui se passe en Europe. Le développeur, la maison d'édition, le gestionnaire de contenu peut être poursuivi si on réussit à établir qu'il y a un lien direct entre l'addiction au téléphone du jeune, du lycéen, et l'utilisation de Fortnite. Donc, il suffit que le parent vienne avec des preuves que mon enfant était correct jusqu'en juin, puis après ça, les vacances sont arrivées, il a joué pendant 2 mois à Fortnite, puis rendu à septembre, il n'étudie plus, il ne fait plus ses devoirs, il ne voit plus ses amis, je ne sais pas quoi. La seule chose qui a changé, c'est Fortnite. C'est suffisant pour partir un procès. Même dans les gouvernements où les législations sont beaucoup plus souples. Par exemple, au Luxembourg ou en Irlande, eux, ils n'ont pas d'impôt sur la fortune et les entreprises étrangères ont beaucoup de protections, c'est-à-dire que tu ne peux pas poursuivre un développeur d'Apple si un Irlandais utilise l'Apple Watch de façon abusive, qui devient addict à son téléphone ou à sa montre. On ne peut pas poursuivre le développeur d'Apple. C'est d'ailleurs certaines largesses de ce système-là qui fait en sorte que Apple, oui, on dit tout le temps c'est une entreprise californienne et tout ça, mais leur siège social est en Irlande, ce n'est pas aux États-Unis. C'est fait exprès parce qu'en Irlande, ça ne paye pas de taxes, on peut appliquer la législation européenne et américaine au choix de l'entreprise. Bon, je ne rentre pas dans les débats politiques, mais c'est pour vous dire qu'il faut contrôler l'IA. Le problème que la plupart des communautés expérimentent actuellement, c'est que les grosses communautés, les plus populaires, les plus utilisées, celles qui font le plus de bruit, sont souvent hébergées par les grosses compagnies, par nos amis les GAFA. Les GAFA n'ont, pour ainsi dire, aucun contrôle. Ils ont la possibilité de faire beaucoup de choses parce qu'ils ont des départements avec 300 avocats. Ils savent quoi faire, ils connaissent les limites jusqu'où ils peuvent aller, et donc ils ont la possibilité de modeler les communautés qu'ils utilisent à leur escient. Et quand on parle de bien-être de communauté, c'est un problème qui est vraiment d'actualité parce que oui, c'est bien beau d'avoir des célébrités, des stars qui vont mettre en public, qui vont venir dénoncer l'impact que les réseaux sociaux, les filtres qu'il y a sur Instagram, sur TikTok et tout, ce que ça génère comme émotion négative chez les jeunes filles, par exemple. On va aller sur Instagram, on va se rendre compte que tout le monde est beau, tout le monde est heureux, tout le monde fait la pub du dentifrice, tout le monde est correct, on rit, on est beau, Mais c'est pas ça la vraie vie. Et ça, on projette une image aux membres de ces communautés-là qui ne sont pas les influenceurs ou les influenceuses qui, pour la plupart, sont bienveillants. Les influenceurs, c'est des gens qui veulent produire du contenu. Et c'est des gens qui, pour la plupart du temps, sont vrais. C'est-à-dire qu'ils vont partager leur quotidien, ils vont parler des tendances, des choses qui les intéressent, sans arrière-pensée. Mais les sponsors qui sont en arrière, les plateformes qui hébergent souvent ce contenu-là, elles, ça peut arriver qu'elles aient d'autres intentions. Donc, ils vont se servir de l'influenceur pour aller influencer ou bien utiliser le bien-être des membres de la communauté de cet influenceur-là dans un autre but. Donc, on va aller chercher un sportif parce qu'on aimerait vendre une boisson énergétique, sachant pertinemment que la boisson énergétique, au-delà d'une certaine quantité de consommation, ça va affecter la fonction rénale, ça va affecter le foie, ça provoque des arythmies au niveau cardiaque. Ça, c'est des choses que c'est la responsabilité de l'utilisateur d'aller chercher ces affaires-là. Par contre, c'est public, on le sait. Et vous allez voir, à titre d'exemple, quand vous prenez la même boisson énergétique, je vais prendre l'exemple du Shark ou du Red Bull, parce que ça je l'ai vu très récemment. Quand vous allez en France ou vous allez en Angleterre, il va y avoir une petite section sur l'emballage du Red Bull qui va expliquer tout ce qu'il y a comme effet secondaire et à partir de quand ça peut arriver. Je n'ai jamais vu ça au Québec.
On achète le Red Bull, on a la composition qui est là derrière avec les calories et tout, qui d'ailleurs est là parce que c'est une obligation de Santé Canada. Sinon, je suis sûr que ça apparaîtrait pas toujours. Non, mais on a les conséquences des cigarettes qui ont parlé de ça. Exactement. Exactement. Il y a pas un système qui est mieux que l'autre. Je donne des exemples qui sont propres au concept de communauté. Les cigarettes, par exemple, l'exemple des cigarettes, c'est bien connu. Et je pense que autant la plupart des fabricants de cigarettes sont nord-américains, ils sont à l'origine, peut-être je dirais, de ce problème-là, mais c'est ceux qui ont fait le plus d'efforts aussi pour combattre. C'est ça. Ben, oui, il y a le marketing parce que c'est des besoins commerciaux, mais Marlboro et tous ces gens-là, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont financé même des recherches qui vont aller démontrer c'est quoi les conséquences qui viennent avec l'abus de tabac et tout. Ils ont essayé. Pendant des décennies, on cachait l'impact de la nicotine. Fait que c'est la même compagnie. On parle de la même compagnie, mais ils l'ont fait parce que tu avais le président Dixon qui est arrivé, puis il y a des lois qui ont forcé à publier certaines informations, mais ça se passe toujours à présent. Sans rentrer dans les détails, c'est des apartés, pas nécessairement en rapport avec les communautés, mais même nos gouvernements, des fois, sont complices de ça. Il y a des études d'Oxfam, d'Equitech, qui ont démontré les inconvénients qu'il y a pour les travailleurs d'extraire le gaz de schiste ou le pétrole, les sables bitumineux. Mais tu as des études du gouvernement albertain qui vont aller faire la promotion des bienfaits économiques, des bienfaits pour la communauté des travailleurs qui bossent là-dedans. En fait, derrière tout ce qui se passe, incluant nos communautés ou bien l'IA, il y a toujours une question politique et économique derrière. En fait, je dirais une question économique qui est utilisée par le politique à d'autres fins. Mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On décide, on est libre quand même d'utiliser ou de fonctionner dans des communautés qui nous ressemblent. Si on rentre dans une communauté puis on se rend compte que cette communauté-là n'est pas celle qu'on pensait, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas arriver dans une communauté, peu importe ce qui m'a amené là, puis commencer à dénoncer un phénomène. Je ne veux pas faire de la politique. Si je viens dans une communauté, déjà, qu'est-ce qui m'amène là? Au bout de quelques interactions, je vais quand même avoir une idée de pourquoi. Les gens avec qui je suis, comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'est la dynamique de groupe, des fois, ça se voit assez vite. Libre à nous de rester là-dedans. Libre à nous de l'utiliser. Libre à nous de continuer ou d'aller dans une autre communauté. Ça, c'est un truc sur lequel nous, en tant qu'utilisateurs, on a le contrôle, on a la possibilité de faire. Il existe aussi des mécanismes civiques qui font en sorte qu'on peut forcer une compagnie à avoir des redditions de comptes. Donc, on peut forcer une compagnie à changer sa façon de faire, sa façon de communiquer. Et presque toutes les compagnies, incluant celles qui hébergent des communautés, sont sensibles à la réputation. Elles préfèrent changer tout de suite leur fusil d'épaule, puis l'apparence, leur valeur, tout ce que tu veux, leur site web, si ça peut leur éviter de la mauvaise publicité. Ça, c'est un pouvoir qu'on a avec les pétitions. Alors là, je ne dis pas de faire des pétitions pour tout et n'importe quoi, mais pour ce qui concerne le bien-être, pour ce qui concerne le bien-être, la première chose, c'est déjà de reconnaître c'est quoi nos limites. À quel moment est-ce qu'on est bien et à quel moment est-ce qu'on ne se sent pas bien. Alors, ça nous appartient à nous. On n'est pas obligé de partager ce qu'on ressent avec les autres si on n'en a pas envie. Par contre, on n'est pas obligé de faire subir aux autres les méandres de ce qu'on vit à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que les communautés puis les réseaux sociaux qu'on utilise sont à l'image de notre considération. C'est pourquoi est-ce que je vais sur les réseaux sociaux? Sachant que, et ça a été démontré, les gens passent en moyenne 1 heure de leur journée juste à liker. C'est juste à appuyer sur les likes, là. C'est 1 heure de notre vie qui passe, là. Puis là-dedans, si quelqu'un doit conduire 1 heure à l'aller, 1 heure au retour, c'est s'il a 2 heures de transport pour aller dans son lieu de service, plus 1 heure de like, plus 30 minutes de lunch, plus 2 heures de réunion, il ne reste pas beaucoup de temps dans la journée. À quel moment est-ce qu'on passe du temps en famille? À quel moment est-ce qu'on s'assoit pour réfléchir à nos propres problèmes?
Plus près de chez nous ici, il y a 2 études, une en 2020, une en 2021 de l'Institut national de la statistique du Québec qui a démontré, ils ont décrit un phénomène qu'ils observaient, c'est que beaucoup de gens ont opéré des réorientations majeures de carrière avec la pandémie. Fait que là, il y a des études, il y a un chercheur de l'Université du Québec à Trois-Rivières avec un collègue de l'UQAM qui ont fait une étude dessus. Puis derrière ça, ils se sont rendus compte de quelque chose, c'est que la pandémie et les confinements successifs qu'on a vécus ont forcé les gens à s'asseoir, à ralentir un peu et à penser à leur bien-être. Et puis il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font comme métier. Ils n'aiment pas les relations qu'ils ont avec les autres. Parce que pour une fois, ils ont été forcés de s'arrêter. Tu ne peux plus conduire, tu ne peux plus faire le party comme tu veux parce qu'il y a le couvre-feu, tu ne peux plus te déplacer à tel endroit, tu ne peux plus aller dans les parcs avec ton chien, tout ce que tu veux. Donc là, les gens ont eu plus de temps, même avec le télétravail, de s'asseoir et d'être concentrés sur eux-mêmes. Et ils ont revu leur utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'à ce moment-là, on passait beaucoup de temps, oui, avant ça, on va liker, on va regarder les commentaires, les publicités et tout ça, mais les réseaux sociaux sont devenus majeurs parce que c'est avec ça qu'on communiquait avec nos proches qui étaient loin. On communiquait avec nos mères, avec nos amis, avec nos enfants, pour ceux qui sont séparés. Fait que l'utilisation des réseaux sociaux a changé. Puis on a vu une modification dans le contenu et la constitution des communautés. C'est aussi ça qui a permis de mesurer le bien-être avant pandémie et après pandémie. Et on s'est rendu compte justement que les gens étaient beaucoup plus francs, les gens étaient beaucoup plus sincères. Si vous commencez à regarder les publicités ciblées qui apparaissent sur YouTube ou vous regardez un peu quelques-unes qui sortent sur Facebook, vous allez voir qu'il apparaît de plus en plus de mannequins avec des tailles diverses. C'est plus du monde qui va être très fin, qui va être très rectiligne, On voit que les gens ont la possibilité de s'afficher. Même quand vous regardez les stories, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn, ils ont presque tous des stories. Maintenant, on se rend compte que les gens n'ont plus peur de montrer ce qu'ils ont. Quelqu'un n'a pas honte de ses scènes, de ses rides, de son embonpoint. Puis j'ai vu des rhétoriques passer récemment où une femme va montrer son corps, elle est en train de faire un exercice de crossfit et tout. Puis elle va le dire que, OK, moi j'en ai des vergetures, mais je suis content de les avoir parce que c'est le signe que j'ai eu 3 enfants. Pour elle, c'est plus une fatalité de porter un maillot de bain, puis elle ne va pas appliquer des fils parce qu'il faut cacher des affaires qui n'ont pas leur place. Là, quelqu'un peut le dire ouvertement que je le fais. Puis j'ai vu aussi que ça a proliféré. Il y a beaucoup de photos de avant-après. Mais au moins, les gens montrent maintenant avant, parce que sur les réseaux sociaux, c'est très souvent le maintenant ou bien un faux après, avec un nombre incalculable de filtres et toutes ces affaires-là. Et puis, quand on parle de communautés, oui, on a nos communautés à nous, les communautés savantes, les communautés de pratique, comme celles qui sont les associations et tout. Mais nos jeunes aussi, fait que nos petits frères, nos enfants, ils ont leur propre communauté. Puis eux, ils manipulent la technologie à un niveau que nous, on n'égale pas. Je me retrouve souvent avec mon neveu, puis il essaye de m'expliquer comment ça fonctionne Fortnite, je ne comprends rien. Je ne comprends rien de ce qu'il raconte. Mais il t'explique et puis il te dit, non, c'est simple, tu vas voir, c'est facile. S'il prend la manette, il te donne. Je ne comprends rien, c'est un autre monde. Là. Puis je me débrouille pas mal en technologie, là, mais je ne comprends rien. Et pourtant, c'est un jeu vidéo. Mais le petit jeune, celui dont je parle, il a 8 ans. Mais dans le jeu, tu as la possibilité de changer ton avatar, d'appliquer un filtre, donc de rendre les cheveux plus longs, mettre la couleur rousse, blonde. Tu peux changer la taille, tu peux changer le visuel. Il n'y a pas de grande différence avec les effets et les filtres qui existent sur Instagram. C'est que si un enfant fait ça en jeu vidéo, dans sa communauté de gamers innocente, parce qu'ils sont une bande de 10 enfants de 7-8 ans, puis la seule conversation, c'est « Ouais, Dark Vador, ouais. » Ils vont discuter des choses de base. Mais dans 4-5 ans, ce sont ces mêmes-là qui vont rentrer dans l'adolescence. Puis là, ça va être autre chose. C'est que le filtre qu'on utilisait pour avoir l'habit de Dark Vador ou bien de, je sais pas, le protecteur, pour ceux qui regardent The Boys, mais ça va changer. Ces filtres-là, on va les utiliser pour paraître plus belle, avec une meilleure poitrine, avec des cheveux plus longs. On va photoshopper le devant de sa maison pour dire qu'on est au village, au Mont-Tremblant, alors qu'on est au plateau, à Saint-Michel.
Parce que ces choses qu'on a laissées faire là, dans nos communautés, ben, ça a des répercussions sur la santé mentale ou pour le bien-être global de l'ensemble de la population. Donc, le premier message ici, c'est que il ne faut pas voir l'intelligence artificielle comme quelque chose d'inaccessible qui est juste à la portée des chercheurs ou des grosses compagnies. Il existe des formations courtes. Il y en a à la TELUC, il y en a à l'Université du Québec en Outaouais, il y en a à Mila, où ces formations sont conçues pour qu'en 12 semaines, tu puisses avoir un aperçu global de c'est quoi le langage Python, c'est comment utiliser R, c'est quoi le machine learning. On ne va pas faire de toi un spécialiste en IA en 12 semaines, mais on va faire en sorte que lorsqu'on va regarder un article de la presse, on va aller lire un article scientifique, quand on va employer des expressions liées au machine learning, au deep learning, on sache de quoi il s'agisse. Quand on va regarder des publications faites par des communautés de l'utilisation qu'ils en font des données et tout ça, on peut comprendre et savoir si derrière l'activité d'une communauté, il y a un usage abusif de l'intelligence artificielle. On peut l'évaluer. Dans l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup, ça s'appelle le NLP, le Natural Language Processing. C'est une technique qui permet à un algorithme d'extraire les émotions, c'est à partir des textes et des expressions, des likes qu'on va laisser, on a la possibilité d'extraire des informations, évaluer l'humeur, catégoriser l'utilisateur et ensuite lui proposer des produits ciblés. Ça, c'est une utilisation abusive de l'intelligence artificielle. De l'autre côté, on a la possibilité de se servir du NLP, justement, pour comprendre que quelqu'un a fait un peu de l'anxiété, un peu stressé, et donc lui recommander des activités beaucoup plus relaxes. La montre Fitbit, par exemple, ils ont, dans leur logiciel qui accompagne la montre, ils ont cette recommandation-là. C'est-à-dire que souvent, ils vont te poser des questions, ils vont te demander est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens stressé, tu peux toi-même tu peux noter ton stress et toutes ces affaires-là. Puis, par rapport ils vont évaluer vos réponses et tout ça pendant 3-4 jours. Puis, quelques temps après, ils vont commencer à vous suggérer, ils vont vous envoyer des liens. Ils vont vous dire, il y a telle formation en méditation, en pleine conscience qui existe à tel endroit, ils t'envoient le lien. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que ce n'est pas toujours des liens sur leur formation à eux. Des fois, ils font des relais vers des choses qui ne leur appartiennent pas. Et ça, je trouve que c'est très bien. C'est une bonne façon aussi de promouvoir, c'est de monitorer le bien-être. Ils en ont comme ça pour l'anxiété, ils en ont pour le stress, ils en ont même des formations ou des liens qu'ils recommandent. Ils envoient des liens vers des communautés de personnes qui parlent ensemble de leurs problèmes de sommeil. Il y a des programmes aussi pour le stress des femmes enceintes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et pour avoir exploré quelques-unes de ces communautés-là, je peux vous dire que ce n'est pas payant. Il n'y a pas de piège derrière. Et c'est souvent bienveillant. Et ça demande la moitié du temps que ça nous prend pour écouter des vidéos ou des événements pour ma part, que je trouve totalement inutiles qu'on verrait sur Facebook ou sur YouTube. C'est des choses qui, au final, nous perdent plus de temps. Moi, c'est ma conviction à moi. Il y a ma collègue Marilou qui est là ici, qui a une très très bonne connaissance des communautés, parce que c'est un peu notre gestionnaire de communauté, fait qu'on aurait aussi des choses à dire dessus, sur l'utilisation bienveillante ou pas des communautés. Mais je vous dirais qu'il ne faut pas voir l'IA comme un ennemi, ni comme quelque chose d'inaccessible, parce qu'on le vit tous les jours. La reconnaissance faciale de nos téléphones, c'est l'IA. Siri ou Alexa avec Amazon, c'est de l'IA. Vous parlez, on prend vos paroles, votre son, votre empreinte vocale, on va la décomposer en langage informatique ou en langage programmation qu'on va ensuite recoder dans un langage qui va être compris par l'algorithme. Puis l'algorithme, maintenant, à son tour, va émettre une solution. Là, on rentre dans le machine learning, une solution qui est préprogrammée ou bien qui est suggérée avec le deep learning. Et cette recommandation-là va être retranscrite dans un langage et ça va être émis de façon sonore. Ça se fait en quelques secondes, mais il y a des milliers de lignes de code derrière. Et puis c'est l'IA. Parce que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un être humain qui est derrière Siri ou qui est derrière Alexa. Là. Ça se fait tout de façon automatique.
Ça, c'est un pouvoir de l'IA. Je pense au moins que grâce à ces affaires-là, peut-être on utilise moins nos téléphones au volant parce que vocalement, tu peux demander un itinéraire, ton téléphone va te le donner. Il y a quand même une utilisation bienveillante de l'IA. Maintenant, quand on parle de communauté, mon message, c'est le suivant. Je pense que on a la chance d'évoluer pour la plupart dans des milieux où on a la possibilité de choisir qui on est, de choisir avec qui on va et de choisir pourquoi on fait certaines choses. On a cette latitude-là et puis on peut l'appliquer à n'importe quel âge. Et je pense qu'on a le choix d'influencer les communautés dans lesquelles on vit. Alors on parle beaucoup d'innovation sociale. L'innovation sociale, ce n'est pas juste construire beaucoup de maisons pour personnes âgées ou enlever des places de stationnement parce qu'on veut faire passer plus de vélos. C'est une portion de l'innovation sociale, mais l'innovation sociale vient aussi dans le raisonnement, dans la façon de faire. Et ce serait ça mes plus gros messages, c'est qu'il y a la possibilité de se servir de l'IA pour influencer nos communautés et on a la possibilité d'aller avec nos communautés pour en apprendre un peu plus sur l'IA qui, au final, va devenir beaucoup plus démocratique et va nous aider à mesurer le bien-être de nos communautés parce qu'on le sait quand ça ne va pas bien, on le sait quand ça va bien. Il faut juste être honnête et accepter la situation et ne pas propager ou afficher un faux message qui entretient un cercle vicieux. Donc, s'il y a des questions, moi j'en ai fini. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ? Donc, s'il y en a des questions, ben, c'est le moment. Oui. Dans les recherches, etc., vous prenez en compte aussi les expressions faciales avec les caméras. Parce que l'IA, ça peut être aussi ça. Puis des fois, je me dis, est-ce que c'est pris en compte par les GAFA, par exemple? Oui et non. Alors, il y a la technologie et l'expertise actuellement pour utiliser les images qu'on voit dans les vidéosurveillance. Il y a même des logiciels qui existent, qui sont publics. Hein, je ne vous dirais pas juste les GAFA, où moi, je suis capable d'aller voir ce que vous voyez sur votre téléphone. C'est vous prenez votre téléphone, là, vous regardez, puis avec la bonne ligne de code, la bonne commande, je suis capable de... Quand vous parlez avec votre soeur ou avec votre copain, copine, ben moi, je vois la même chose, j'écoute toutes vos conversations. En fait, c'est des choses qui existent. Par contre, là, on va rentrer maintenant dans la régulation dont je parlais au début. L'utilisation de cette technologie, donc de cette IA, on parle de la reconnaissance faciale, c'est une autre forme de NLP, mais qui utilise aussi le machine learning et qui veut utiliser le deep learning. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations qu'on fournit à la machine, puis la machine va être capable de faire des associations entre votre visage, votre faciès, avec ce qu'il y a dans sa base de données, donc de vous reconnaître. Et cela, peu importe là où vous êtes, que ce soit en journée, en nuit, avec un chapeau, peu importe. Maintenant, l'utilisation qui est faite de cette technologie dépend de la politique du pays en place. C'est-à-dire que ce que M. Elon Musk, par exemple, veut faire avec Starlink et Neuralink, il peut le faire aux États-Unis, mais il ne peut pas le faire en Angleterre ou en Suisse, parce que les barrières éthiques du gouvernement ne lui permettraient pas de faire ça. La technologie, M. Elon Musk veut l'utiliser pour le bien-être neurologique des gens, mais cette technologie existe, par exemple, en Chine. Mais les Chinois ne l'utilisent pas pour le bien-être de leur population, ils l'utilisent pour surveiller ceux qui nomment les délinquants, en fait, les opposants à certaines lois, ceux qui n'appliquent pas les règlements qui sont dictés par le parti unique. Fait que ça existe, on peut l'utiliser, mais là on rentre vraiment dans la question déontologique. Est-ce qu'on doit le faire ? Ça revient à ce que je disais tantôt pour les communautés. Il y a des choses qui sont permises sur Twitter, qui ne sont pas permises sur Facebook, ou qui sont permises sur Reddit, qui ne sont pas permises sur Instagram. Fait que là, ça existe, mais comment on l'utilise ? C'est vraiment ça le gros problème. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avec les communautés ou avec l'IA ? Ça dépend. De toute façon, je vous dirais qu'on aura l'occasion d'en reparler. Puis, regardez ce qui se fait plus proche de nous ici au Québec. On en a des plateformes qui appliquent le concept de communauté puis qui pensent différemment que les GAFA. Je vous invite à regarder ça, pas nécessairement à prendre un abonnement, mais prenez le temps de regarder, d'étudier ce qui se passe, puis vous verrez que vous aurez des réponses à quelques-unes de vos questions. Merci.